Retour ici en studio au compte de votre émission hebdomadaire Res Publica, cette émission qui met les projecteurs sur les questions de gouvernance dans notre pays. On reçoit ce mardi Monsieur Mohamed Kamara, il est consultant, économiste et patron de Moka Consulting, un cabinet de consultation donc de la place. Il nous aide à comprendre la notion de DPA, établissement public à caractère administratif. Est-ce que ces établissements fonctionnent à la satisfaction du contribuable guinéen? Quel regard peut-on porter sur les dysfonctionnements régulièrement pointés du doigt par les autorités de la transition sur la vie de ces EPA? C'est autant de questions que nous abordons avec M. Mohamed Kamara, d'autant que lors du dernier Conseil des ministres, celui donc du 2 février dernier, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, a annoncé au visa donc du compte rendu du Conseil des ministres que la vision de l'État est d'atteindre l'objectif 0 EPA en 2023 et il ajoutait, citation, cela s'explique par le constat selon lequel plusieurs de ces EPA coûtent très cher à l'État et ne rapportent quasiment rien en termes en tout cas en retour au budget national, et nous donc tentons de percer l'abcès de cette sortie. Et vous vous rappelez également que le président de la transition avait exigé, et cette exigence est encore d'actualité, que les avoirs de ces EPA soient rapatriés à la Banque centrale. Alors, on revient à vous, Monsieur Mohamed Kamara, pour cette question, parce que tantôt vous étiez en train d'entrer davantage en profondeur sur les réalités liées à la gestion de ces EPA. Et donc cette question, dans la réalité quotidienne donc, du fonctionnement de ces EPA, en Guinée, en tant qu'économiste et consultant, et vous nous disiez tantôt que vous étiez d'une équipe qui aidait justement certains EPA à aller vers un meilleur fonctionnement. Alors quels sont vos propres constats de terrain de la gestion de ces EPA pointés du doigt et considérés aussi comme étant des structures budgétivores et comme le dit M. Djiba, on y met assez de fonds au titre de leur subvention, mais en retour, l'État en tire très peu profit. D'accord, deux observations par rapport à ça. Tout d'abord, la domiciliation des comptes des EPA. Sur ces deux types-là, dire le compte unique du Trésor, la LORF a réglé cette question en ses articles 43 et ses articles 71. La loi organique relative aux finances, qui est la constitution financière de notre pays, est très claire. Les entités publiques, que ce soit les ministères, tout le monde, jusqu'aux EPA, doivent avoir leur compte dans le compte unique du Trésor domicilié à la Banque centrale. Donc les livres du Trésor ouverts à la Banque centrale. Par ailleurs, un EPA ne doit pas avoir son compte dans une banque commerciale. Là, la loi a réglé cette question. Sauf, parce que l'article 37 fait une dérogation. Si un EPA est à 0 Corée, alors qu'il n'y a pas une agence de la Banque centrale qui est proche, donc la territorialité peut amener à ce que le compte d'un établissement public soit ouvert dans une banque commerciale, mais devant être relié à ce compte de la même institution dans la banque centrale de la localité. Ou aussi quand l'institution, l'EPA en question, est liée à l'extérieur. Notre territoire, donc c'est le correspondant de la banque à l'étranger qui reçoit ces fonds publics-là. Donc pour dire que, en fait, l'exigence, le président doit simplement demander en la matière que le droit soit respecté. Deuxième chose, les dividendes. Donc cette exigence, justement, s'adosse à ce que dit la loi. Oui, effectivement. Il a parfaitement raison, c'est ce que dit la loi. Deuxièmement, est-ce qu'on a une idée, les dividendes. Mais est-ce qu'on a une idée de l'étendue, en tout cas, des EPA, du nombre d'EPA qui se sont permis d'avoir
des comptes ailleurs. Justement, on n'en a pas parce que le Conseil des ministres a soumis cette obligation au rapport uniquement rendu au président, alors que ce doit être... C'est tous ces une information publique. Une information publique. Voilà. Concernant les dividendes, les EPA ne font pas de dividendes. Ils reçoivent la subvention pour opérer un service public donné. Si ce service ne vous satisfait pas, vous envoyez la mission, on dresse un rapport circonstancié à l'attention du président. Vous l'amenez à prendre le décret en conséquence. Peut-être la question accessoire, est-ce que le Trésor est autorisé dans le cadre de ces subventions à virer de l'argent destiné à un EPA vers une banque commerciale si cet EPA a un compte dans une banque commerciale? Absolument. L'EPA en question, s'il y a dérogation, la dérogation est expresse et est autorisée par le ministre des Finances, uniquement lui seul, qui est ordonnateur des crédits de l'État. Okay? Si c'est le cas, il est fait, le Trésor applique les instructions du ministre des Finances. Donc ça ne peut se faire que sur instruction du ministre des Finances, uniquement lui seul. Maintenant, sur les dividendes, les EPA ne font pas de dividendes. Ils n'ont pas d'activité commerciale. Ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas comme la régie financière de l'État. Non. Les sociétés publiques, parce que c'est là où il faut les distinguer. Vous avez parlé d'organismes publics autonomes. Il y en a deux. Donc il y a deux catégories, les EPA et les sociétés. Les EPA et les sociétés d'État, les sociétés publiques. C'est par exemple là. D'aucuns les appellent les EPIC, établissements publics à caractère industriel et commercial. Ok? C'est le cas, par exemple, de la Lonagui. C'est le cas parce que eux, ils font une activité qui leur procure de l'argent. Ils sont dans le droit au HADA, comme je dis là. Maintenant, quand vous demandez l'exercice de la tutelle de l'État sur une société privée, comment il y a des règles de forme. L'État est l'actionnaire unique de ces sociétés. C'est pourquoi vous voyez devant eux SAU, Société Anonyme Unipersonnelle. L'actionnaire unique étant l'État. Maintenant, il y a des organes de gouvernance de ce type d'établissement-là. Il y a là le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, l'actionnaire y a nommé des gens. Donc l'État exerce son autorité à travers ses administrations, les personnes qu'il a nommées dans le conseil d'administration. Par exemple, récemment, il y a eu un incident. Mais le constat révèle quand même que jusque-là, il y avait des sociétés qui n'avaient pas de conseil d'administration. Justement, quand les organes de gouvernance ne sont pas au complet, il revient de la responsabilité de l'État de les nommer. Parce que sans organes de gouvernance, ils fonctionneront comment dirais-je, aux antipodes du droit. Sans conseil normalement, ils ne peuvent pas faire un plan de travail et budget annuel qui ne soit validé par le conseil d'administration et approuvé par les deux tutelles, la tutelle technique et la tutelle financière. Parce que chaque EPA s'inscrit dans une politique globale d'un département. C'est pourquoi l'EPA n'est pas autorisé à dépasser les plafonds de crédit. On lui dit, par exemple, tu ne peux pas dire, je recrute 100 personnes pour un besoin de là où il y a 10 personnes. Non, c'est pourquoi tu dois transmettre ton rapport au conseil pour qu'ils voient est-ce que les 100 personnes, les crédits sont autorisés. Justement, vous avez parlé des EPA, vous avez parlé des hôpitaux, vous avez parlé des universités par exemple. C'est vrai, ces universités sont publiques, mais derrière, il y a ces universités qui vendent aussi des services. Quand vous venez pour la réinscription, vous payez de l'argent, ou pour l'inscription, vous payez de l'argent. Il y a d'autres sommes. Où est logée cette somme d'argent? Comment vous appelez cette somme d'argent qui est générée par jour? Par le fonctionnement des universités. Justement. Et comment l'argent là est géré? Normalement, dans chaque université, il y a nommé un comptable. Un rapport de l'IGE, du vérificateur général sur Symphonia, voilà, est très clair d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là-bas, comme vous le dites, les inscriptions, bien la revente de certains trucs, étaient gérées par un comptable de fait. C'est-à-dire, il doit être nommé, le comptable doit être nommé par le ministre des Finances uniquement. Et c'est lui, si vous voulez nommer un autre comptable, sous sa responsabilité, c'est à lui de le proposer. Parce que lui, il a prêté serment, sa responsabilité civile et pécuniaire sont engagées sur ses fonds. Et lui-même ne peut pas détenir ces fonds-là que dans un compte public. C'est-à-dire un compte à la Banque centrale.
Quand il a une caisse, il doit arrêter les comptes des caisses et en faire un solde zéro. Transmettre automatiquement sur des livres de l'établissement dans les comptes uniques du Trésor là-bas. Oui, alors M. Camara, je voulais vous demander, tel que exigé par le chef de l'État, est-ce qu'on peut considérer le rapatriement des comptes de ces EPA à la Banque centrale comme une solution temporairement efficace? Non, s'il y avait des États, si cela existait, c'était une anomalie. Vous ne croyez pas à l'existence Que c'est une exception. Les EPA, le compte unique du Trésor en Guinée, est effectif depuis 5 ans. Depuis 2017. Parce que le président ne cesse d'en parler au Conseil des ministres. Oui, ça mais... veut dire que peut-être qu'il a, Même il a le des 2 février, informations il en a dont nous parlé. ne disposons pas. Non, si cela existe, moi, dès que la loi est violée, les instances de contrôle doivent se saisir immédiatement. C'est-à-dire, s'il existe un compte dans un EPA qui n'a pas été autorisé par le ministre des Finances, l'inspecteur doit s'en saisir directement. C'est un délit. C'est un délit. Immédiatement. Parce que c'est une violation de 2 dispositions fondamentales de la loi. L'article 43 et l'article 71 de la LORF. Voyez-vous? Et même des articles que j'ai mis dans le document que je vous ai transmis, dans le règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique. Si cela existe, mon frère, c'est une anomalie. C'est une faute aux règles et procédures qui gèrent les finances publiques en Guinée. Est-ce que vous partagez ce point de vue qu'aujourd'hui ces EPA doivent disparaître? Non. Les EPA ne peuvent pas disparaître. Oui, pourtant, Parce que dans la sortie du ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Diba, laisse justement je pense qu'on m'a envisager transmis un communiqué de la DCI. une mise au point. Une mise au point. Oui, pour mais préciser Il y a un sa extrait même pensée. ici de la DCI, je peux vous lire ça, elle dit, ce Oui. qui sous-entend notamment que les EPA ne vont pas disparaître comme par un coup de baguette magique jour au lendemain, mais il s'agit plutôt d'une méthode progressive vers 0 EPA en 2023. En 2023. C'est Non, ce mais qui est si- dit dans le communiqué de la Écoutez, DCI. moi, en la matière, je dis, il faut respecter la loi. La loi dit que pour que ces établissements disparaissent, il faut que la tutelle et le ministère des Finances fassent un rapport au président qui prend un décret de dissolution. Mais s'ils reçoivent injonction justement de procéder à la démarche indiquée à la matière en vue de la disparition de Si ces vous, EPA, vous voulez supprimer le statut des Vous établissements êtes pour comme... ou contre en tant que spécialiste? Non, moi Voilà je ne suis la pas... oui, mais par rapport pourquoi ça ne à la s'explique faisabilité pas? d'abord. Oui. En ce moment, par exemple, comment va-t-on appeler les universités? Justement, Justement, parce qu'il faut donner, il y a des universités, comme je dis, les universités peuvent recevoir une aide. Celui qui donne, le donateur ne veut pas que ce soit dilué dans les fonds publics. Il veut que ce soit utilisé convenablement. Quelqu'un qui finance, par exemple, une bibliothèque dans une université, l'argent qu'il envoie, mais il faut bien créer une unité de gestion à cela. La forme que le droit nous donne pour ces types de choses, on les a appelés des fonds de concours et on l'a dit, il faut les mettre. La déclaration de Paris a invité les bailleurs eux-mêmes à inscrire leur aide et leur appui budgétaire dans notre budget. Voyez-vous? Tout ça pour regrouper. Maintenant, pour ce qui est de... Est-ce que les EPA vont disparaître? Je ne pense pas. Je pense que c'est un malentendu. Les EPA, où vous envoyez de l'argent, je ne pense pas qu'à un hôpital, vous ne demandez pas s'il fait des recettes. C'est le nombre de malades. Oui, il y a forcément des recettes. Voilà, c'est le nombre, mais c'est le nombre de malades qui vous soignez qui vous intéresse. Quand pour une école, c'est le nombre d'enfants qu'on accueille dans l'école, c'est-à-dire pour réguler le taux brut de scolarisation. Là, directement, vous n'allez pas demander combien de APAE vous avez collecté. Voyez-vous? Donc, chaque type, maintenant, la politique de l'État s'évalue à travers différents instruments. Ce qui est valable dans le secteur de l'éducation, de la santé, n'est pas le même, par exemple, si vous prenez une société publique comme, disons, l'ANAIM. L'ANAIM gère les infrastructures minières, loue, reçoit des recettes. S'il n'en fait pas beaucoup, vous statuez et vous lui donnez de certaines orientations. La Sogipami, la même chose. Mais ceux-là vendent des services.
Il y a par contre, par exemple, vous prenez l'ENAE de Koba, l'ENAE, École nationale d'agriculture et d'élevage. Oui. C'est plutôt le nombre de personnes, d'élèves qu'on forme en matière de technique agricole. Vous n'allez pas leur demander qu'ils reçoivent beaucoup d'argent, ils ne font pas grand-chose. Ils doivent justifier que, par exemple, cette année, on a formé 100 élèves, ou bien 1000 élèves, etc. Alors, donc, selon et vous, ceux-là, vous ne pouvez pas leur enlever ce statut. D'accord, c'est juste pour dire aux auditeurs qui peuvent intervenir dans cette émission, pour poser des questions à notre invité ou apporter leur contribution. On marque la transition pour ouvrir le temps des auditeurs. FIM FM. Respublica, vidons l'abcès. Le quart d'heure de vérité. Voilà, donc vous pouvez intervenir dans cette émission. Peut-être je plonge dans ce document que vous avez produit. Vous dites, sur la base de ce recensement, vous parlez des recensements, il sera procédé par décret du président sur rapport du ministère chargé des Finances à la suppression des organismes publics n'ayant pas d'activité. Vous parlez aussi de la transformation des établissements publics industriels et commerciaux et la fusion des organismes publics. Est-ce que vous êtes en train de dire que justement, aujourd'hui, on peut envisager une sorte de fusion de certains EPA? Mais tout à fait. C'est ce que la loi 056, vous lisez là, les dispositions transitoires, article 74 de cette loi. La loi a prévu que si ça devient là où les mêmes missions se recoupent, mettez-les ensemble. Je vous donne un exemple. FODA et la BNIG. La BNIG, la finance, le secteur agricole et l'élevage. Ça a été créé dans cette idée. Vous avez créé FODA à côté. Bon, le fonds de développement agricole. Voilà, FODA alimenté jusque-là par le budget de l'État. BNIG est alimenté par certains fonds des banques primaires de la place et un apport de l'État. Mais dans ce cas, comme il faut la même chose, mettez-les ensemble. Justement, maintenant, ces réflexions-là, au cas par cas, vous allez voir la faisabilité de fusionner pour en réduire le nombre. Parce que si le nombre est réduit, le contrôle et l'efficacité deviennent plus pertinentes. Justement, la solution trouvée, c'est le rappartement de ces comptes des EPA au niveau de la Banque centrale. Vous, quelle est la solution ici dans ce studio pour lutter pour tout contre service la public, corruption, justement? Pour tout service public, ça commence par la transparence. La transparence. Le ministère des Finances doit nous lister tous les établissements publics à caractère administratif. Toutes les sociétés publiques. Ce que je dis là, ça fait partie. Il y a une évaluation des finances publiques qu'on appelle le PIFEI, qui est conjointement organisée par le FMI et la Banque mondiale. 2 revues ont été faites en Guinée, 2013-2018. La gestion des sociétés publiques d'État forme partie des indicateurs de la bonne gestion des finances publiques. Donc, vous devez avoir, partout où il y a une participation de l'État, on doit en connaître le nombre et la proportion de participation de l'État. Vous les listez et vous exigez d'eux qu'ils publient des comptes. Parce que je n'ai pas parlé des sociétés publiques, ça fera l'objet d'une autre communication. Ceux qui sont dans le droit au WADA, ici, l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière est clair. Vous devez pouvoir nous signaler un auditeur. Peut-être on va prendre celui-là. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Talibé. Merci d'appeler. Vous répondez à quel nom, s'il vous plaît? Moi, je suis Mamadi Oulada Dabo. Oui. Je suis au niveau du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. D'accord. Une question à notre invité? Oui, 2 questions. D'accord, allez-y rapidement. Je le salue d'abord pour ses explications très claires. La première question, qu'est-ce qui a prévalu la création des EPA en Guinée? Deuxième question, pourquoi maintenant on parle de la dissolution de ces mêmes EPA? Quelle en est la cause? D'accord. Merci, je ne peux que vous féliciter et chaque jour je suis accro de cette émission. Merci beaucoup, M. Talibé. Merci beaucoup, M. Camara. Vous avez 30 secondes. Voilà, la création des EPA, les lois autorisent que l'administration publique crée des organismes autonomes
pour plus d'efficacité. Vous savez, l'administration, c'est l'instrument par lequel on rend le service public. Donc, la politique, c'est penser la façon dont je vais y arriver. Je veux aller à Cancan, je peux aller par train, je peux aller par voiture, par avion. Maintenant, la politique, c'est ça. Il y a d'aucuns qui peuvent atteindre leur objectif à travers des organismes autonomes. Il y a d'autres qui vont carrément utiliser les services déconcentrés de leur ministère. Et maintenant, pour les dissoudre, comme je dis là, faites une étude, évaluez. Si ça n'a plus d'objet, faites un rapport au président. Il prend le décret dans les mêmes conditions qu'il l'a créé. Il les dissout. Comme ça, le patrimoine est liquidé, le personnel peut être déployé ailleurs s'il a un CDI, ou bien peut être carrément réglé selon les conditions du Code du travail en Guinée. Et l'autre partie... Et l'autre solution, c'est la fusion possible de ces GPA. Monsieur Mohamed Kamara, merci d'être passé dans cette émission et d'avoir éclairé notre lanterne sur les questions liées aux GPA, établissements publics à caractère administratif dans notre pays. Merci Amadou Diallo. Merci beaucoup. Merci Alpha Mamadou Diallo. Merci. Et Talibé Bari par ici. On se retrouve mardi prochain au compte d'un autre numéro de Respublica. Et merci à la partie technique. Et portez-vous bien.